Le soleil disparaît à jamais, le monde devient blanc, et une brise glaciale détruit tout sur son passage. Les rivières gèlent. Les forêts, autrefois pleines de vie, sombrent dans un profond sommeil. Pendant ce temps, une steppe pâle s'élève à perte de vue. L'hiver sibérien est arrivé, et avec lui ce qui était un paradis pour la faune il y a quelques mois à peine est devenu un enfer glacial sur Terre. Dans ce monde gelé, le froid dicte le rythme de la vie, devenant une menace pour la survie. Les températures hostiles sont bien au-dessus de zéro. La végétation autrefois luxuriante est désormais en convalescence, plongeant l'écosystème dans une famine paralysante. Et une épaisse couverture blanche recouvre chaque recoin de cet empire malmené et sauvage, éradiquant toute possibilité de vie. Face à ces conditions hostiles, de nombreuses espèces sauvages fuient terrorisées, conscientes des horreurs que l'hiver s'apprête à déchaîner. Les oiseaux remplissent le ciel, prenant leur envol vers le sud. Les troupeaux infinis de caribous marchent d'un pas rapide vers leur refuge d'hiver, et les phoques nagent sur des milliers de kilomètres en suivant la ligne de glace de mer. Tandis que certains partent en exil, d'autres espèces sauvages, dans une démonstration de courage, endurent directement la rigueur de l'hiver, faisant tout leur possible pour éviter de périr dans les températures négatives. Le lièvre arctique se réfugie dans son terrier chaud, endurant la rudesse d'un habitat gelé. Le cerf porte-musc erre dans les denses forêts de conifères, où la taïga sombre le protège des violentes tempêtes de neige. Et le harfang des neiges, un survivant habile, reste immobile sur un perchoir confortable, endurant de première main la fureur de l'hiver russe. Mais succomber aux rudes conditions hivernales n'est pas la seule menace pour la survie des espèces sauvages. Au milieu de la neige blanche et du paysage pâle, un chasseur silencieux rôde, prêt à s'emparer d'une nouvelle vie. D'un bond, le renard arctique surgit de nulle part et fond sur sa proie. Une morsure au cou et une autre victime périt aux mains de ce prédateur sanguinaire adapté à cet habitat glacé. Loin du refuge du minuscule renard arctique, au cœur des forêts boréales, un hurlement tonitruant perce le silence hivernal. Une grande meute de loups gris se lance dans une nouvelle chasse. Avec une douzaine de chiens affamés, aucune proie ne peut échapper à une attaque soigneusement planifiée. Et après une longue poursuite, la neige est tachée de sang. Mais même les hordes féroces de chiens ne peuvent résister à l'arrivée du prédateur suprême de cet écosystème. Lorsque le puissant tigre de Sibérie apparaît, toute la chaîne alimentaire tremble, soumise à la volonté de ce chasseur féroce. Un bond, un coup, et ce félin gigantesque s'empare d'une nouvelle proie. D'une durée pouvant aller jusqu'à 8 mois, l'hiver sibérien est l'un des plus longs de la planète, commençant fin septembre et offrant enfin un répit momentané début mai. Durant ces longs mois, l'écosystème sibérien se transforme d'une oasis où la faune était autrefois la plus splendide, en un monde gelé où même la plus petite forme de vie est une exception à la règle et un défi pour la nature. Tout commence à la fin du mois de septembre, lorsque les journées d'automne se terminent et que les températures chutent brusquement en dessous de zéro. À mesure que le thermostat baisse, les jours raccourcissent et les premières chutes de neige commencent à tomber par intermittence, créant des couvertures blanches diffuses de neige. Les eaux, autrefois foyers de vie, gèlent lentement, créant des miroirs infinis, où seule une fine couche de glace constitue la mince barrière entre la mort par le froid. Au fil des mois, la rigueur de l'hiver s'accentue, et les températures chutent, atteignant en moyenne moins 40 degrés. Dans des régions comme la Yakoutie, près des pôles, le thermomètre peut chuter, atteignant même moins 60 degrés, le record de froid jamais enregistré sur la planète. À cette période de l'hiver, le soleil disparaît complètement, donnant lieu au phénomène des nuits polaires, des moments où l'obscurité envahit l'écosystème pendant des semaines.
Les tempêtes hivernales font rage dans toutes les régions de la vaste Sibérie, des puissantes forêts boréales à la toundra sans fin. Après des mois de chute de neige incessante, une épaisse couche de neige atteignant plusieurs mètres de haut recouvre chaque centimètre de ce monde gelé, enterrant le moindre vestige de végétation. Ce n'est qu'après de longs mois de froid extrême et de famine profonde que le soleil apparaît enfin à l'horizon. Et petit à petit, les cicatrices laissées par l'hiver commencent à disparaître, avec des jours plus longs et la fonte de la glace et de l'épaisse couche de neige, annonçant l'arrivée du printemps, lorsque tout l'écosystème sibérien sera à nouveau teinté de couleurs. Nous ne sommes cependant qu'au début du mois d'octobre, une période de l'année où l'hiver russe n'a pas encore révélé toute sa rigueur et où les jours les plus froids sont encore à venir. Alors que le thermomètre chute brutalement, l'ours brun géant, une bête pesant jusqu'à 600 kg et mesurant près de 2,5 mètres de haut, se déplace lentement à travers les denses forêts boréales. Conscient que les journées relativement douces de l'automne touchent à leur fin, cet énorme mammifère fait ses derniers efforts pour reconstituer ses réserves de graisse pour l'hiver, affichant un comportement d'hyperphagie caractéristique, c'est-à-dire qu'il dévore pratiquement tout sur son passage. Véritable omnivore, l'ours géant ne fait aucune distinction entre les sources de nourriture et profite de tout ce qui est le moins digeste pour grossir. Même la plus modeste poignée de baies peut faire la différence lorsque la rigueur de l'hiver lui souffle sur le cou. Alors que l'hiver est sur le point d'envahir tous les recoins de son habitat, l'ours privilégie la consommation d'aliments de grande valeur comme le saumon frais qui nage encore dans les rivières qui n'ont pas encore gelé. À l'aide de leurs grandes griffes, les ours bruns se positionnent à des endroits stratégiques dans les rivières où ils savent que les saumons sont des proies faciles. L'un après l'autre, ces poissons nutritifs tombent dans le piège et ces bêtes géantes prennent ce qui pourrait être leur dernier repas pendant des mois. En plus de se révéler être un pêcheur prodigieux, ce colosse n'a aucun mal à devenir un chasseur habile. Les proies du redoutable ours brun de Sibérie sont généralement de petits rongeurs rencontrés lors de ses longs voyages en forêt. Cependant, l'une de ses proies préférées est l'ongulé jeune ou blessé errant seul, car il lui fournit une quantité considérable de nourriture, et ce, sans trop d'efforts. Pour tuer ces proies fragiles, un coup bien ciblé, voire une puissante morsure au cou, suffit souvent. Fort de sa supériorité physique, David ne parviendra jamais à vaincre Goliath. Même si ces gloutons préféreront toujours dévorer de la viande en raison de sa valeur calorique élevée, avec l'hiver qui approche à grands pas, tout est permis, et des aliments comme les pignons de pin de Sibérie ou les canneberges sont un festin. Pour trouver ces fruits exquis, cette bête colossale fait preuve de ses talents d'escaladeur, escaladant les arbres élancés en quelques secondes seulement. Tout en haut, s'il trouve des œufs d'oiseaux nourrissants, il n'hésitera pas à les intégrer à son alimentation variée. Alors que la rigueur de l'hiver devient de plus en plus sévère, l'ours brun ne peut plus retarder ce qui sera le début d'une longue hibernation. La clé de la survie de ce mammifère rusé dans le rude hiver russe réside dans un bon abri. À cet effet, tel un survivant prudent, l'ours a déjà pris soin de préparer une tanière douillette pendant l'automne. Il peut s'agir d'une grotte, d'une bûche creuse, d'une crevasse entre des rochers ou même d'un terrier creusé. Souvent, l'emplacement est soigneusement choisi, privilégiant toujours les zones reculées où la neige forme une couche épaisse, isolant ainsi du froid extérieur. Étant donné la taille impressionnante du grizzly, la tanière doit être suffisamment grande pour qu'il puisse se retourner confortablement. Pour ajouter une touche de confort,
Il tapisse également souvent l'intérieur de son abri d'hiver de feuilles séchées, de mousse, de branches de pin et d'autres débris de végétation pour créer une sorte de lit. Pour assurer sa sécurité, le mammifère scelle généralement l'entrée de la tanière avec quelques branches, ainsi qu'avec de la neige, empêchant les prédateurs voraces d'interrompre ce qui sera un long et agréable repos loin de la fureur de l'hiver. Alors que les températures extérieures peuvent facilement descendre jusqu'à moins 40 degrés, l'intérieur de la tanière de l'ours reste à une température confortable de 0 degré. Si les mâles peuvent sombrer dans un profond sommeil, les femelles ours brunes de Sibérie n'ont pas cette chance. Après avoir été montées pendant la saison de reproduction, elles donnent naissance à 1 à 4 oursons pesant moins d'un demi-kilogramme durant le rude hiver russe. Pour donner naissance et prendre soin de leurs petits, les ours tombent dans une profonde léthargie, se limitant à réduire leur métabolisme au minimum, mais restant toujours suffisamment éveillés pour allaiter les oursons et les garder au chaud, car les oursons n'ont pas de quantités importantes de graisse pour réguler leur température. Bien sûr, prendre soin des bébés et assumer la tâche épuisante de les allaiter sont des tâches qui nécessitent d'énormes quantités d'énergie. Ces pertes de graisse accélérées affectent souvent la vie de l'ours et de ses petits, qui sont la preuve que, même pendant les hostilités hivernales, la vie peut s'épanouir. Mais tous les ours bruns de Sibérie n'ont pas le privilège de passer l'hiver confortablement installés dans une tanière douillette. Pour les mammifères qui n'ont pas réussi à accumuler suffisamment de réserves de graisse, l'arrivée de l'hiver signifie une véritable épreuve. Comme entrer en hibernation sans avoir consommé suffisamment de nourriture peut constituer un danger pour leur survie, dans une démonstration de courage et d'irrévérence face à ce qui pourrait être une mort par le froid, certains ours restent actifs pendant l'hiver implacable. L'austérité de l'hiver n'étant pas comparable à l'abondance alimentaire de l'automne, les baies fraîches et le saumon juteux ne constituent plus une source de nourriture viable. Alors que leur habitat autrefois abondant s'est transformé en un enfer sous zéro, il y a toujours une pénurie de victimes du froid, qui représentent des carcasses substantielles prêtes à être dévorées par ce géant affamé. L'épaisse couche de neige qui se forme sur des milliers de kilomètres représente le lieu de repos éternel de nombreux ongulés qui, accablés par les conditions climatiques hostiles, deviennent une source de subsistance pour ces espèces, qui n'hésitent pas à devenir charognards. Bien que ces malheureuses créatures de la nature n'aient pas pu entrer en hibernation, elles adoptent un état de léthargie qui les aide à économiser autant d'énergie que possible, conservant ainsi la chaleur vitale. En se cachant dans des abris temporaires et en réduisant leur activité, les ours bruns parviennent à ralentir leur rythme cardiaque au minimum pour survivre. Dès qu'ils détectent une source de nourriture, ils n'hésitent pas à s'y jeter, défiant ainsi de front l'impitoyable hiver russe. Alors que la plupart des ours bruns ont la chance de s'enfoncer dans un sommeil hivernal réconfortant, d'autres espèces sont plus que adaptées pour vivre avec les atrocités de cette saison. Alors que le vent souffle à pleine force et que la neige blanchit même le coin le plus reculé de ce vaste écosystème, un petit lagomorphe apparaît entre les limites gelées de la toundra et de la taïga. Avec un poids de seulement 5 kg et une longueur pouvant atteindre 65 cm, le lièvre variable prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être une bête massive pesant plus d'une demi-tonne pour survivre aux conditions hivernales difficiles. Ce petit mammifère est l'incarnation de la survie hivernale extrême, faisant des efforts extraordinaires pour éviter d'être victime des températures glaciales. Alors qu'en été, un beau pelage brun lui permettait de se cacher parmi la végétation dense, les mois ont passé,
Et, avec son habitat froid et pâle, ce survivant habile a perdu son pelage, étant maintenant d'un blanc pur, ce qui lui permet de presque disparaître dans la neige. Les pointes brunes de leurs oreilles sont précisément un vestige de cette mue. Les oreilles et les membres sont également assez courts par rapport aux autres lièvres, ce qui est une mesure d'adaptation à son habitat froid, car cela lui permet d'éviter une perte de chaleur inutile. En plus d'être un outil de camouflage utile, sa fourrure blanche lui fournit également un manteau chaud, quelque chose qui peut littéralement lui sauver la vie pendant ces journées extrêmement froides. Bien sûr, quelle que soit l'épaisseur de leur fourrure, elle ne sera jamais assez chaude pour résister de front aux blizzards glacés. Une autre mesure de survie essentielle est donc d'avoir un terrier chaud. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un excavateur spécialisé comparable à l'énorme ours brun, il est capable de creuser des terriers peu profonds où il peut se réfugier de ce qui serait autrement une mort par le froid. En se réfugiant dans des terriers rudimentaires, le lièvre alpin parvient à gagner quelques degrés au-dessus de la température extérieure. De même, les zones à végétation dense, les dépressions naturelles dans le sol et les crevasses entre les rochers peuvent servir de terriers naturels pour s'abriter des fortes chutes de neige. Comme d'innombrables autres mammifères, le lièvre rusé, sachant que le redoutable hiver sibérien approchait, a fait ses devoirs et, pendant l'automne, a considérablement augmenté sa consommation de nourriture, ce qui lui a fourni une couche pratique de graisse corporelle qui, en plus de servir d'abri, l'aidera également à éviter d'être la proie de la faim. Et en parlant de proie, la position peu pratique du lièvre variable dans la chaîne alimentaire le place à la merci des intentions cruelles d'une longue liste de puissants prédateurs qui n'épargneront aucun effort pour le traquer. Pesant jusqu'à 5 kilos de viande juteuse, un petit lagomorphe de sa taille peut faire la différence entre voir le soleil au printemps ou devenir une autre victime de l'hiver. Conscient que sa taille compacte et son apparence inoffensive n'inspirent pas beaucoup de peur, le lièvre compte sur son ingéniosité pour échapper à ses poursuivants. Enroulé dans une dépression du sol entourée de neige, grâce à sa fourrure blanchâtre, il ne révèle aucun signe de sa présence, donc dans de nombreux cas, les prédateurs sont littéralement à quelques mètres de lui, et ils finissent par partir l'estomac vide. Pour éviter d'être pris au dépourvu, le lièvre intelligent reste constamment en alerte, surveillant son environnement à l'affût du moindre signe de danger. Pour ce faire, ses yeux, positionnés latéralement sur le côté de sa tête, lui offrent un champ de vision de près de 360 degrés, idéal pour couvrir son dos. En règle générale, lorsque ce petit survivant détecte des renards, des lynx, des hermines ou des oiseaux de proie à proximité, sa première ligne de défense est de rester immobile, laissant sa survie entre les mains de sa fourrure camouflée. En restant immobile, elle peut non seulement échapper aux griffes et aux mâchoires des chasseurs, mais elle évite également de gaspiller de l'énergie dans une fuite inutile. Bien sûr, lorsqu'il se retrouve dans le viseur d'un lynx féroce ou d'un renard affamé, ce mammifère agile n'hésite pas et entame une retraite honorable en courant à toute vitesse. Même sur la neige glissante, le lièvre variable est capable de courir à une vitesse étonnante de 80 km/h, suffisamment vite pour échapper à ces redoutables chasseurs. En plus d'être incroyablement rapide, sa capacité à tourner brusquement pendant la course incite d'innombrables prédateurs à enfoncer leurs crocs acérés dans le lagomorphe. En plus de devoir échapper aux carnivores affamés et de se protéger du climat rigoureux de l'hiver sibérien, les sources de nourriture pour ce petit herbivore sont rares, alors mettre quelque chose dans sa bouche devient un privilège. Avec plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres, de neige ensevelissant la majeure partie de la végétation, le mammifère doit surmonter d'innombrables difficultés pour trouver une simple touffe d'herbe. La nourriture, pratiquement gaspillée en été, devient un délice en hiver. Grâce à son odorat très développé, ce survivant de l'hiver à fourrure traque soigneusement toute trace de nourriture. Aussi petit soit-il, cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Après avoir découvert ce qui semble être une piste de nourriture, le lièvre utilise ses griffes avant acérées pour creuser dans la neige, trouvant ses humbles collations sous forme d'écorce, de jeunes brindilles ou de bourgeons de bouleau et de saule. Même s'il ne peut pas manger tant qu'il n'est pas rassasié, le simple fait de pouvoir mettre quelque chose dans sa bouche est un privilège au milieu de l'hiver impitoyable de Sibérie, où la nourriture est réservée aux plus forts.
Non loin de la maison du petit lièvre variable, un autre herbivore creuse dans la neige profonde, essayant de déterrer de la nourriture, mais cette fois non pas avec ses griffes, mais avec ses sabots géants. Pour les énormes rennes sauvages de Sibérie, le rude hiver russe représente un défi de taille pour leur survie, menaçant même leurs moyens de subsistance. Bien sûr, le créateur a équipé cette créature imposante de tout le nécessaire pour résister aux rigueurs de l'hiver, vivant pour raconter l'histoire. Alors que les températures chutent, que le vent glacial fouette sans relâche et que les chutes de neige semblent interminables, pesant 200 kg et mesurant plus de 2 mètres de haut, le caribou, aussi connu sous le nom de caribou, reste imperturbable, affrontant de première main la rigueur de l'hiver. Grâce à son pelage dense à 2 couches, avec un sous-poil laineux et un long manteau extérieur creux, cet ongulé colossal est capable de rester au chaud, même lorsque l'hiver montre son côté le plus agressif. La couleur de cet abri naturel pratique s'éclaircit généralement à mesure que l'hiver avance. Il s'agit d'une mesure de survie permettant de se camoufler facilement dans cet habitat terne. Bien que la caractéristique la plus frappante de cette espèce soit les bois robustes et ramifiés des mâles et des femelles, nous sommes au milieu du rude hiver russe, une période où ces cerfs perdent leur bois pour réduire leur poids corporel, concentrant toute leur énergie à rester en vie. En revanche, les femelles enceintes conservent leur bois acéré même pendant l'hiver rigoureux, car elles les utilisent pour se défendre des prédateurs et pour chercher de la nourriture. Bien qu'au cours des autres saisons, ils aient tendance à errer dans la toundra ou la forêt en toute solitude, lorsque l'hiver frappe, de nombreux troupeaux se forment, allant d'une douzaine d'individus à des milliers d'ongulés. Le fait de se regrouper en grands groupes leur permet de partager leur chaleur corporelle, limitant ainsi l'exposition de chacun au vent glacé. Lors de ces grands rassemblements de cerfs, ils alternent presque toujours leur position, permettant ainsi à chaque mammifère de bénéficier d'un tour au centre du troupeau, un emplacement privilégié où la température est considérablement plus clémente. Lorsque les tempêtes de neige font rage, les troupeaux préfèrent s'aventurer dans les denses forêts boréales, où les pins et les sapins à perte de vue constituent une barrière naturelle contre l'épaisse couche de neige qui s'accumule progressivement. Malgré leur taille robuste, les rennes sont capables de se déplacer avec une grande agilité sur les terrains hivernaux instables. Dotées de pattes robustes, couronnées de sabots très larges, elles font office de raquettes, parfaites pour marcher sur sol gelé. Bien que rester confortablement installés au milieu des bois soit une idée tentante, avec leurs estomacs qui grondent, les cerfs n'y pensent même pas. Compte tenu de leur taille énorme, ces ongulés consomment environ 6 kg de nourriture. Ils doivent donc investir plusieurs heures de leur journée pour atteindre ce quota exigeant. Comme le lièvre, la clé pour trouver de la nourriture réside dans un odorat très fin. Avec un sol entièrement enfoui sous la neige, un bon nez sert de radar pour repérer ce qui pourrait être des lichens frais. Dès qu'ils sentent l'agréable arôme de la nourriture, en utilisant leurs sabots comme pelle ou même leurs grands bois dans le cas des femelles enceintes, les rennes creusent avec une grande habileté dans la neige et après quelques secondes seulement, ils trouvent leur source de subsistance tant convoitée. Bien sûr, quelques lichens ne suffiront pas à satisfaire leur appétit, alors chaque jour ils affrontent un long voyage pour renifler le sol et déterrer ces modestes collations. Bien sûr, dériver dans un paysage gelé n'est jamais une bonne idée. Malgré son incroyable capacité à se déplacer dans l'habitat blanc, on ne sait jamais quand la prochaine étape sera vers une zone instable où l'ongulé sera piégé en un clin d'œil. Quelles que soient les mesures de survie adoptées, les troupeaux subissent inévitablement chaque hiver des pertes importantes en raison des températures glaciales. Les corps de ces ongulés seront révélés dans quelques mois, lorsque le printemps arrivera et, après le dégel, révélera les victimes du rude hiver. En plus de périr à cause des températures négatives, ces bêtes abondantes pesant jusqu'à 200 kg ne manquent pas de prédateurs prêts à tuer pour que ces ongulés fassent partie de leur régime alimentaire. Bien que la chasse à un énorme renne puisse être un défi, lorsque l'alternative est la famine, les prédateurs de cet écosystème punitif n'hésitent pas à essayer de tuer ces cerfs abondants, même si cela peut mettre leur vie en danger. Pour échapper aux chasseurs féroces, les mammifères vivent en troupeau. Avec des centaines de cerfs gardant le périmètre, les risques d'être surpris par un prédateur sont quasi inexistants. Par mesure de préservation de l'espèce, les rennes ont tendance à placer les membres les plus faibles du groupe, comme les veaux et les malades, au centre du troupeau, tandis que les mâles plus robustes gardent les bords. Lorsqu'un cerf sent que quelque chose ne va pas,
Ils ne s'attardent souvent pas pour enquêter et tout le troupeau se met immédiatement à courir rapidement pour s'éloigner du danger. Leurs pattes puissantes leur permettent de courir jusqu'à environ 80 km/h par courtes accélérations, leur permettant ainsi d'échapper à quelques carnivores. Lorsqu'ils se retrouvent directement assiégés, au lieu de se rendre comme une proie facile à leurs chasseurs, dans une tentative désespérée de survivre, ils peuvent se retourner et faire face à leurs poursuivants. Ici, les femelles qui conservent leur bois peuvent les utiliser pour attaquer des prédateurs comme les ours bruns et les carcajous. Un seul coup suffit pour tuer ces carnivores. Leurs sabots proéminents sont également utilisés pour donner des coups de pied puissants qui, lorsqu'ils sont bien dirigés, amènent les prédateurs à remettre en question leur décision d'interférer avec le chemin des ongulés. Bien que cette défense féroce puisse être efficace contre certains prédateurs, lorsqu'une grande meute de loups de Sibérie sort pour rôder, la mort inévitable approche des troupeaux de rennes. Marchant lentement dans la taïga froide, les loups gris sont l'image de la mort elle-même sous la forme de chiens féroces. Pesant jusqu'à 50 kilos et mesurant environ 1,5 m, ces canidés assoiffés de sang sont toujours à l'affût, attendant de prendre leur prochaine vie. Bien que leur habitat soit cruellement malmené par le rude hiver russe, les meutes de ces prédateurs ne sont pas perturbées par les conditions climatiques glaciales. Leur pelage long, épais et doux, avec une généreuse couche de sous-poil, leur assure une isolation thermique exceptionnelle, bien pratique lorsque les températures menacent d'éteindre tout sur leur passage. Les tons gris, blancs et généralement pâles de leur fourrure les aident à se camoufler dans le paysage hivernal sibérien. Leurs oreilles, plus courtes que celles des autres sous-espèces de loups gris, les empêchent de perdre de la chaleur par leur intermédiaire, ce qui pourrait littéralement leur sauver la vie. Leurs pattes, en plus d'avoir des coussinets épais et rugueux idéaux pour marcher sur la neige, ont une vascularisation spécialisée qui leur permet d'éviter le gel et, en même temps, de ne pas perdre de chaleur à travers elles. Comme les cerfs, vivre en meute est l'une des clés de la survie de ces canidés pendant l'hiver rigoureux. Durant ces journées où les tempêtes de neige ne cessent pas, les loups peuvent choisir de se réfugier, au moins temporairement, dans des grottes, des endroits couverts de végétation ou encore des dépressions discrètes dans le sol. Tout endroit offrant la moindre protection contre les blizzards glacés est plus que bienvenu. Pour conserver autant de chaleur que possible, ils se couchent souvent ensemble, attendant patiemment que les rudes conditions hivernales s'atténuent, au moins assez longtemps pour qu'ils puissent reprendre la chasse. Lorsque les tempêtes de neige donnent enfin un semblant de répit, ces chasseurs expérimentés partent à la recherche de nouvelles proies. Après plusieurs jours depuis leur dernier repas, les chiens sont fatigués et désespérément affamés. Cependant, ils rassemblent suffisamment de force pour entrer dans l'arène, endurant les difficultés de l'hiver sibérien. Sur la neige épaisse, le troupeau marche d'un pas vif, poussé par la faim. Pour faciliter la recherche de proies potentielles, les chiens se divisent souvent en petits groupes, ce qui leur permet de couvrir plus de territoire en moins de temps et de limiter la portée de la meute. Leur odorat très développé est l'un de leurs principaux outils pour localiser des proies potentielles. Bien qu'en tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ils puissent terroriser un nombre presque infini de mammifères, leurs proies préférées sont de loin les grands ongulés, tels que les rennes, les wapitis et les cerfs. Une simple empreinte de pas fraîche dans la neige ou peut-être une trace de fourrure peut suffire amplement à la meute pour décider de se diriger vers l'endroit où, ils l'espèrent, se trouve un grand troupeau de cerfs. Après avoir localisé l'emplacement d'une proie potentielle, les loups, avec un hurlement retentissant, rassemblent le reste de la meute. Lors de ces chasses marathons,
les canidés peuvent parcourir de grandes distances, suivant la piste d'un grand troupeau. Ayant finalement établi un contact visuel avec les ongulés, ils semblent être des chasseurs expérimentés et méthodiques, et ils ne désespèrent pas, préférant agir avec prudence. Bien qu'ils soient physiquement supérieurs à n'importe laquelle de leurs proies, l'échec d'une chasse peut être dévastateur pour une meute, les plongeant dans une famine atroce. C'est pour cette raison que les chiens planifient chaque mouvement de leur attaque. Souvent, après avoir passé plusieurs minutes, voire plusieurs heures, à surveiller attentivement les troupeaux, les prédateurs jettent leur dévolu sur le membre le plus faible du groupe. Une légère boiterie peut suffire amplement aux chasseurs pour repérer leur malheureuse proie. Ce siège silencieux d'ongulés peut se poursuivre pendant de longues périodes grâce à leurs compétences de furtivité avancées, se déplaçant à travers la forêt ou la toundra sans attirer l'attention. Après une planification exhaustive, au cours de laquelle les loups, à travers les mouvements du corps et les postures, ont établi leur stratégie, la meute décide finalement de commencer sa chasse. Les plus grands loups, accompagnés de l'alpha, sont ceux qui lancent généralement la première attaque, provoquant immédiatement le chaos parmi les cerfs, qui, au milieu de l'anarchie, ne peuvent rien faire d'autre que fuir à toute vitesse. Bien que, par courte rafale, des proies comme les rennes soient de dignes adversaires face à la vitesse des loups, la stratégie de ces chasseurs n'a laissé aucune échappatoire, de sorte que la meute continue son plan méticuleux, poursuivant patiemment la proie précédemment identifiée. Après plusieurs centaines de mètres de poursuite, une partie de la stratégie des prédateurs est révélée, alors qu'ils continuaient leur siège de l'ongulé dans une course de relais. Certains loups sont même allés plus loin, fermant toutes les voies d'évasion possibles, donnant des indices sur l'avenir qui attend l'herbivore. Dans ces poursuites, les meutes ont tendance à utiliser le terrain à leur avantage, dirigeant leur proie vers des zones où elles savent que leur supériorité physique est maximisée. Les zones telles que les rivières gelées ou la neige fraîche constituent un obstacle que les cerfs ne pourront pas franchir. Presque toujours, après quelques kilomètres d'une poursuite acharnée, à cause de la fatigue et des blessures occasionnelles infligées par ses poursuivants, l'ongulé tombe, et immédiatement les carnivores se jettent sur lui avec leurs morsures redoutables pour tuer leur proie méritante. Ce qui est un acte cruel de sauvagerie pour le cerf, devient un festin convoité pour les loups, qui rompent un jeûne de plusieurs jours avec un repas copieux pouvant aller jusqu'à 10 kilos de viande chacun. Précisément depuis un arbre près du lieu de repos éternel du cerf, le majestueux Harfang des neiges est assis immobile, observant attentivement l'horizon. Avec un plumage blanchâtre qui se fond complètement dans la neige et une envergure ne dépassant pas 2 mètres, cet oiseau majestueux peut passer complètement inaperçu dans le pâle paysage sibérien. Son camouflage avancé pour les environnements enneigés présente de grands yeux jaunes sur une tête ronde distinctive. Dans le cadre de leur adaptation aux conditions hivernales rigoureuses, leurs pieds sont recouverts de plumes denses qui agissent comme des bottes de neige, empêchant le froid de s'emparer de leur petit corps. L'absence d'oreilles visibles est d'ailleurs un autre exemple de l'imagination du Créateur qui permet à ce maître des cieux d'échapper à une mort douloureuse par hypothermie. Alors que les meutes de loups comptent sur leur grand groupe pour survivre en hiver en Sibérie, le Harfang des neiges parvient à se frayer un chemin dans cet écosystème tortueux et inhospitalier. Bien que pendant la saison des amours, il puisse être capable de socialiser avec ses pairs, il reste encore un long chemin à parcourir avant que cela ne se produise, donc pour l'instant il est seul, sans autre compagnie que la lune. Loin des denses forêts de la taïga, cet oiseau remarquable préfère habiter les régions les plus septentrionales de l'immense Sibérie, là où s'élève la toundra arctique. Là, la visibilité est considérablement meilleure, ce qui lui permet d'apercevoir des proies potentielles au loin.
Compte tenu de sa petite taille, le harfang des neiges n'est pas du tout ambitieux avec ses proies, limitant son régime alimentaire presque exclusivement à de petits lemmings. Ces minuscules rongeurs peuvent fournir toutes les calories dont ce carnivore passionné a besoin pour survivre. En général, 3 à 5 rongeurs par jour suffisent amplement à satisfaire les besoins. Se retrouvant au milieu de la toundra sibérienne, un endroit inhospitalier où, à l'exception du bruit de la brise hivernale, règne le silence, ce chasseur des cieux se fie à son ouïe sensible pour localiser ces juteux rongeurs. Le moindre grincement, même sous terre, peut déclencher l'une de leurs chasses imprenables. De plus, en se positionnant sur des monticules et autres surfaces surélevées au-dessus de la plaine, l'oiseau de proie profite pleinement de sa vision perçante, étant capable de détecter le mouvement le plus furtif à plusieurs centaines de mètres de distance. Alors que la brise hivernale turbulente fouette la toundra, le chasseur se tient face à elle, essayant de percevoir les odeurs transportées par le vent. Avec sa proie sur son radar, le hibou prend son envol vers une autre chasse qui se terminera inévitablement avec un malheureux rongeur dans ses serres. Grâce à la disposition de ses plumes, cet oiseau peut planer silencieusement dans le ciel sans révéler ses mauvaises intentions à sa proie. Avec la victime en ligne de mire, le chasseur fond sur sa proie, ses griffes acérées dégainées, prêtes à plonger dans sa proie. Presque toujours, aucune confrontation n'est nécessaire. Une simple chute à grande vitesse tue instantanément le rongeur, lui permettant d'obtenir quelques grammes de protéines qui, dans un environnement aussi hostile, représentent un festin convoité. En plus de fondre d'en haut, le harfang des neiges peut également opter pour une stratégie de poursuite et de bond. Courant à grande vitesse dans la neige à l'aide de ses pattes à plumes, il suffit qu'une seule proie s'approche suffisamment de son embuscade pour que ce soit la dernière chose qu'il fasse dans sa vie. Bien que les lemmings abondants constituent jusqu'à 90% de son régime alimentaire, en l'absence de ses proies abordables, ce carnivore peut poser ses griffes sur d'autres espèces comme les lièvres de montagne. Mais cet oiseau de proie ne mène pas toujours ses chasses seul. Dans un écosystème où la nourriture est un luxe accessible à quelques-uns seulement, lorsque la pénurie frappe sans pitié, ce hibou blanchâtre n'hésite pas à employer des tactiques quelque peu injustes pour obtenir un bon repas, et surtout, à un coût presque nul. Lorsque des chasseurs comme les renards arctiques et même d'autres harfans des neiges parviennent à capturer une proie, mieux vaut ne pas tarder à la dévorer, à condition de ne pas être victime d'un vol indécent. Dès qu'un renard a attrapé un rongeur avec ses sens aiguisés, le hibou a appris la nouvelle presque immédiatement, alors il vient sur les lieux pour réclamer sa part. Descendant des hauteurs, l'oiseau de proie survole le chien, le harcelant encore et encore. Parfois, en plus de voler bas, il atterrit également près de la victime du vol et tente de l'intimider en ouvrant ses ailes, en ébouriffant ses plumes et en claquant son bec. Si ces démonstrations élaborées ont été suffisamment effrayantes pour intimider le renard, il tentera, contre sa volonté, d'éviter les confrontations et de lui remettre ce qui était, il y a quelques secondes encore, un repas bien mérité. Cependant, le chien ne sera pas toujours docile et, surtout en période d'austérité extrême, le hibou devra être plus insistant s'il veut réussir à voler la proie. C'est à ce moment-là que, dans une nette augmentation de tension, l'oiseau attaque le mammifère à l'aide de ses griffes acérées. À maintes reprises, le hibou s'inflige des blessures superficielles sur le dos qui ne sont plus seulement des signes d'intimidation, mais plutôt une agression pure et simple. Habituellement, après une rencontre rapide constatant la persistance du hibou, le renard fait ce qu'il doit pour préserver sa vie et finit par céder, livrant sa proie au harcèlement étouffant. Mais tous les chasseurs de rongeurs de la vaste Sibérie ne sont pas intimidés par la férocité du harfang des neiges.
Marchant lentement à travers les denses forêts de la taïga, le lynx boréal est l'un des concurrents directs des rapaces à face blanche. Mais contrairement au renard arctique plus petit, ce félin, qui pèse jusqu'à 30 kg et mesure près de 1,50 m de long, n'aura aucun mal à tenir tête au petit hibou. Étant la plus robuste de toutes les espèces de lynx, ce chat sauvage est une bête féroce adaptée aux conditions de vie glaciales qui affligent l'écosystème sibérien. Sa fourrure dense et longue, teinte dans des tons de gris pâle et de brun rougeâtre, le protège des températures glaciales, le gardant au chaud même lorsque le thermomètre descend en dessous de -40. Ses oreilles triangulaires, surmontées d'une brosse de poils noirs, sont l'une de ses qualités caractéristiques qui le distinguent des autres félins. Pour se déplacer avec aisance dans la neige profonde, ce chat imposant possède de grandes pattes velues qui agissent comme des bottes de neige. Alors que d'autres espèces sauvages sont plongées dans le chaos par l'absence de soleil lors des nuits polaires apportées par l'hiver, le lynx, étant essentiellement nocturne, est parfaitement habitué à vivre dans l'obscurité. Malgré cela, avec des températures atteignant le point le plus bas supportable, le félin réduit son activité, se limitant à chasser seulement quelques heures par jour. Alors que les chutes de neige augmentent, ce survivant rusé ignore les éléments rigoureux de l'hiver, se réfugiant dans des grottes, des bûches creuses et des branches denses de conifères. Tout endroit offrant un peu de protection contre les blizzards glaciaux est le bienvenu. Dans ces abris, le lynx se recroqueville, couvrant son nez et ses pattes avec sa queue touffue pour limiter les pertes de chaleur. Lorsque, enfin, après plusieurs heures, voire plusieurs jours de tempêtes hivernales ininterrompues, les chutes de neige cessent, le félin sort de son abri avec une faim vorace, prêt à tuer toute proie qui croise son chemin. En tant que prédateur expérimenté, le lynx sait bien qu'il ne peut pas se permettre d'échouer lors d'une chasse, car dans un écosystème où la faim est la règle, on ne sait jamais quand on retrouvera une proie. Marchant lentement dans la neige, le chasseur est attentif au moindre signe de présence d'une éventuelle victime. Sa proie préférée étant le lièvre variable, le lynx doit être agile pour pouvoir l'attraper. Lorsqu'il tente d'attraper ce lagomorphe, le félin est toujours patient et calculateur, attendant le bon moment pour lancer son attaque. Les attaques de ce tueur rusé reposent sur sa furtivité surprenante, s'approchant prudemment de sa proie sans qu'elle ne soupçonne ses intentions sanglantes. Parfois, planifiant soigneusement son embuscade depuis une branche, le félin attend qu'une proie morde à l'appât et tombe dans son piège. Une fois suffisamment proche de sa proie, le lynx utilise ses pattes robustes pour sauter jusqu'à 6 mètres de long et bondir directement sur sa victime. Comme il s'agit d'un lièvre de montagne, un coup violent ou une morsure puissante directement au cou suffit généralement à tuer rapidement le mammifère. Bien que ce lagomorphe compact soit sa victime préférée, le félin ne limite pas sa férocité à une seule espèce et peut tuer des proies aussi variées que de jeunes rennes, des cerfs porte-musc, des chevreuils de Sibérie, des petits rongeurs et même des oiseaux. En règle générale, quelle que soit la proie, la stratégie est presque toujours la même. S'approcher prudemment en utilisant sa furtivité inégalée et, une fois à portée, lancer une attaque éclair qui ne laisse aucune chance de s'échapper. Comme son appétit est relativement limité, ne satisfaisant qu'environ 2 kg de viande, lorsque ce chasseur efficace attrape de grosses proies, il stocke généralement les restes dans un endroit à la végétation abondante, voire sous la neige. Par exemple, le félin peut se nourrir d'un jeune renne pendant 3 jours, se gavant de viande, ce qui est un véritable privilège au milieu de l'austérité sibérienne. L'estomac plein et les tempêtes hivernales incessantes offrant à son habitat un répit momentané, le félin se promène généralement aux abords de son domaine, s'assurant de ne pas avoir de visiteurs indésirables sous la forme d'une de ses congénères. Bien que les lynx soient territoriaux toute l'année, lorsque l'hiver fait des ravages, ces chats peuvent intensifier ce comportement pour tenter de sécuriser l'accès à leurs ressources. Un seul lynx peut dominer jusqu'à 250 km², où il revendique sa proie comme la sienne, et quand le moment arrive, il se battra pour avoir accès aux femelles fertiles. Pour éviter les rencontres indésirables avec d'autres mâles, les lynx marquent souvent leur territoire avec des signaux olfactifs d'urine et d'excréments dans des endroits stratégiques tels que des arbres, des rochers ou des sentiers visibles. Les griffures sur l'écorce des arbres sont également un signe clair de la présence d'un félin dans la zone, donc les lynx d'autres territoires qui ne cherchent pas de problème lorsqu'ils voient ces griffures se retournent souvent et repartent d'où ils sont venus. Cependant, tous les félins ne s'approcheront pas en paix. En raison de cette pénurie aiguë,
Certains lynx boréaux sont déterminés à envahir les territoires de leurs voisins, dans l'intention de s'approprier de nouveaux domaines et ainsi d'obtenir un meilleur accès aux proies. C'est à ce moment-là, ignorant les hostilités climatiques, que ces prédateurs peuvent s'engager dans une altercation sanglante. Bien sûr, avant d'en venir à un combat physique sanglant, dans une démonstration de prudence, les deux lynx sifflent et ébouriffent leur fourrure, essayant d'inciter leur adversaire à abandonner le combat. Bien que dans la plupart des cas une paix tendue soit atteinte, les chats sauvages évitant la confrontation, il arrive que leur tempérament territorial remporte la bataille et les deux félins s'engagent dans un combat sanglant où les griffes et les morsures féroces tachent la neige blanche de sang. À des milliers de kilomètres de l'arène de combat des lynx sauvages de l'extrême-orient russe, un énorme oiseau d'une envergure de 2,5 mètres et pesant jusqu'à 9 kg plane dans le ciel pâle. L'aigle de mer de Steller, également connu sous le nom de grand aigle à queue blanche, est l'une de ces espèces d'oiseaux rares qui, malgré les probabilités de survie, refuse de quitter son habitat sibérien, endurant les conditions hivernales les plus rudes. Alors que les populations du Nord pourraient envisager de chercher des destinations plus chaudes plus au sud, les oiseaux établis dans le sud de la Sibérie restent inébranlables face aux assauts de cette saison impitoyable. Avec sa fourrure majoritairement brun foncé et noire, contrastant avec le blanc pur de ses épaules, de son front et du bas de ses pattes, l'aigle à queue blanche a une apparence frappante qu'il est impossible d'ignorer même au milieu de la Sibérie riche en biodiversité. Jusqu'à plusieurs centaines de mètres de distance, il est possible d'apercevoir son énorme bec teinté d'orange vif, au milieu d'un écosystème plongé dans le blanc de l'hiver. Ses griffes, tout aussi jaunâtres, sont fortes et spécialement adaptées pour retenir sa malheureuse proie. Alors que cet oiseau de proie bénéficiait d'une abondance sans précédent de saumons remplissant les vastes eaux pendant l'été, tout le défilé de vie provoqué par la grande migration de ces poissons appartient désormais au passé, et avec les rivières et les lacs gelés, l'aigle doit réussir à éviter de succomber à la faim. Même si, avec un peu de chance, il peut trouver des affluents qui ne se sont pas transformés en pierre à cause des basses températures, le régime alimentaire de ce chasseur habile subit un changement à 180 degrés, passant d'un prédateur tout-puissant des cieux, et surtout des eaux, à un carnivore opportuniste, dévorant tout ce qui croise son chemin, à condition bien sûr qu'il s'agisse de viande. La charogne est un élément fondamental du régime hivernal de cet oiseau imposant. Bien qu'il profite du saumon le plus frais pendant l'été, l'aigle de mer de Steller, dans une démonstration de son adaptabilité, ne cherche aucune excuse lorsqu'il s'agit de satisfaire son appétit avec les victimes de l'hiver sibérien. Grâce à sa vision prodigieuse, cet as du ciel coloré peut détecter des restes de charogne à des distances impressionnantes et fondre immédiatement pour profiter de ces cadeaux du Créateur. Bien que la saison de frai du saumon dure depuis plusieurs mois, certains pigargues à queue blanche se cachent peut-être le long des berges des rivières, espérant trouver des poissons couchés dans la neige. Les jours où la charogne est absente et où une épaisse couche de glace recouvre les affluents, l'aigle rusé fait ce qu'il doit pour survivre et, suivant l'exemple du harfang des neiges, il se livre au kleptoparasitisme, c'est-à-dire au vol des proies d'autres espèces. Lorsque l'aigle à queue blanche détecte l'odeur succulente de la viande à plusieurs kilomètres de distance, il ne tarde pas à se manifester. Comme si le harfang des neiges n'était pas déjà assez harcelé, le renard arctique est lui aussi victime du vol de l'aigle, plus robuste. Si le petit chien apprécie un morceau de viande de phoque, ou s'il est tombé sur un poisson congelé, l'aigle à queue blanche semble immédiatement prendre une portion généreuse, qui correspond généralement à la totalité de la proie. Traquant le renard avec son imposante envergure, l'oiseau de proie parvient rapidement à l'intimider,
le forçant à abandonner ce qui était autrefois un morceau de viande juteux. Mais parfois, après plusieurs jours sans manger, le renard ne semble pas très ouvert à l'idée de perdre sa nourriture, il est donc réticent à se faire voler sans se battre. Bien que cette attitude de résistance puisse être admirable, la vérité est qu'elle ne représente rien que quelques coups de bec bien placés ne puissent résoudre, alors le petit renard, désormais blessé, abandonne cette fois ce qui lui revenait de droit. Grâce à sa taille impressionnante, l'aigle non seulement soumet le renard arctique, mais exploite également cette capacité pour harceler d'innombrables autres espèces. Lorsque les grands corbeaux tombent sur un morceau de viande savoureux provenant d'une carcasse, l'aigle à queue blanche apparaît rapidement pour réclamer ce qu'il prétend être le sien. En se posant près du troupeau avec des battements d'ailes agressifs et très violents, l'aigle parvient à effrayer les oiseaux noirâtres qui, pour éviter les conflits, préfèrent libérer leur proie sans résistance. Même dans les zones convoitées où les eaux ne sont pas complètement gelées, ces maîtres du ciel préfèrent parfois voler des poissons à d'autres espèces plutôt que de faire eux-mêmes le travail difficile. Les aigles à queue blanche sont les principales victimes de ces démonstrations élaborées de kleptoparasitisme. Quelques secondes après que ces oiseaux ont capturé un poisson frais, l'aigle de mer de Steller jette son dévolu sur un saumon juteux qui est sur le point de changer de propriétaire. S'élevant haut, puis plongeant, l'aigle fond à toute vitesse sur l'oiseau moins robuste qui, face à une attaque aussi redoutable, panique et finit par abandonner sa proie. Alors que le grand aigle parvient à survivre aux hostilités hivernales en volant des proies, il arrive que cet oiseau coloré passe du statut d'agresseur à celui de victime. Dans les régions les plus septentrionales de la Sibérie, les volées de vautours fauves dominent la chasse aux charognes, allant même jusqu'à supplanter l'aigle de mer parmi les carcasses. De même, le gulo-gulo, également connu sous le nom de carcajou, profite de sa taille robuste pour voler les carcasses de cet oiseau de proie, lui donnant ainsi un avant-goût de sa propre médecine et se vengeant du malheureux renard arctique. En parlant spécifiquement de ce canidé majestueux, il existe peu d'espèces sauvages qui incarnent l'esprit de survie et s'adaptent aussi bien aux conditions glaciales de leur habitat que le renard arctique ingénieux. Doté d'une fourrure extrêmement dense et blanchâtre qui ressemble à la neige elle-même, ce mammifère possède l'un des manteaux d'hiver naturels les plus chauds de tout le monde animal. Ses petites oreilles arrondies et son museau court témoignent de son adaptation à son habitat à température négative, où il privilégie toujours l'évitement des pertes de chaleur inutiles. Son corps compact, ne mesurant pas plus de 70 cm de long et pesant environ 8 kg, lui permet de vivre dans un écosystème dominé par de basses températures sans nécessiter d'énormes quantités de nourriture. Comme les redoutables loups de Sibérie, leurs pattes sont entièrement recouvertes de fourrure, ce qui leur permet de conserver la chaleur et de se déplacer facilement sur la glace et la neige. Contrairement aux nombreuses meutes de canidés, le renard, beaucoup plus petit, choisit toujours de vivre en toute solitude, limitant son comportement social à la saison de reproduction encore lointaine. Comme sa taille n'est pas particulièrement intimidante lorsqu'il recherche de la nourriture, le renard arctique base ses chasses sur l'ingéniosité pure. Complètement opportuniste dans son comportement, capable de s'adapter aussi bien au jour qu'à la nuit, ce chien parcourt de vastes distances tout au long de sa journée, essayant de trouver n'importe quelle source de nourriture, aussi humble soit-elle. Étant donné que sa taille ne lui permet pas vraiment d'être une terreur pour les grands ongulés, le renard arctique réserve ses étonnantes capacités de chasse aux proies minuscules, comme les lemmings très nutritifs. Pour localiser ces rongeurs compacts,
Le canidé s'appuie sur son ouïe très fine, qui lui permet de détecter tout type de son sous la neige. Aussi furtif soit-il, même le bruit le plus discret sera clairement entendu par ce chasseur à petite échelle. Leur odorat complète également leur ouïe avancée, leur permettant de percevoir les odeurs les plus faibles jusqu'à plusieurs kilomètres de distance. Au cours de ses nombreuses chasses, grâce à ses sens aiguisés, le renard localise rapidement ses proies potentielles. Immobile quelques secondes seulement, il triangule l'emplacement exact de sa proie. Et, moins d'une minute après avoir localisé le rongeur, le prédateur effectue l'un de ses mouvements signatures, le saut de la souricière, dans lequel il saute à plus d'1 mètre de haut à un angle de 90 degrés en utilisant ses pattes arrière comme ressort. Tombant la tête la première dans la neige, le chien se jette sur ce qu'il espère être un rongeur juteux, essayant de le capturer avec ses pattes avant qu'il ne s'échappe. En cas de succès, le renard sort de la neige avec un petit lemming entre les dents, qu'il dévore bientôt à condition de ne pas vouloir être victime d'un vol de proie. S'il échoue, le chasseur peut répéter ce processus épuisant encore et encore jusqu'à ce qu'il parvienne à faire une prise. Étonnamment, ces attaques élaborées ont un taux de réussite très élevé, réussissant 3 tentatives sur 4. Lorsque la neige est très profonde, cet ingénieux chasseur peut préférer, au lieu de foncer à l'aveuglette dans la neige, creuser un tunnel à travers elle, pour attaquer directement les terriers des rongeurs, acculés et, un à un, tomber sous la morsure de ce chasseur impitoyable. En plus d'apporter à lui seul la mort à d'innombrables petits mammifères, le renard arctique possède quelques astuces qui lui permettent de s'emparer de proies savoureuses, même dans un monde aussi hostile que la Sibérie hivernale, où le simple fait de manger est un privilège. En suivant des prédateurs plus gros comme les ours polaires et les loups gris, le chien rusé s'assure d'avoir un accès privilégié au reste de ses prédateurs beaucoup plus redoutés, profitant d'un repas copieux à un prix plus qu'abordable. Bien sûr, vous devez toujours garder vos distances avec ces prédateurs, en attendant patiemment qu'ils finissent de dévorer tout ce qu'ils peuvent, puis réclamer votre part. Bien que ces sites de charogne soient une véritable manne, ils peuvent aussi engendrer quelques rencontres malheureuses avec d'autres charognards. Bien qu'il s'agisse d'un prédateur, sa petite taille le rend extrêmement vulnérable à des espèces comme les corbeaux, les harfans des neiges, les carcajous, les loups et même les renards roux. Pour éviter de devoir céder constamment aux attaques de ces bêtes plus robustes, le renard doit être rapide, en limitant toujours son temps autour de la carcasse, et en prenant sa part dans les plus brefs délais, puis en la transportant dans un endroit sûr comme un terrier temporaire ou une dépression dans la neige. Bien sûr, certains prédateurs, en voyant un petit renard arctique à proximité, ne voudront pas s'emparer de sa charogne, mais iront directement vers ce qui pourrait être une proie savoureuse. Surtout les ours, les loups de Sibérie et les carcajous osent tenter de maîtriser le renard indomptable, se régalant ainsi d'un repas substantiel en cours de route. Cependant, le renard ne deviendra pas une proie sans se battre, ou du moins pas sans essayer d'échapper à ses rencontres mortelles. Ses sens aiguisés, en plus de lui permettre de localiser ses victimes, sont essentiels pour éviter les rencontres malheureuses avec les prédateurs. En sentant la trace indubitable d'une meute de loups, le chien change immédiatement de cap, échappant à ses chasseurs affamés et survivants pour raconter l'histoire. Pour se protéger des prédateurs les plus féroces, le renard se retire souvent dans son terrier confortable, où il cherche également refuge contre les conditions climatiques difficiles. Mais peu importe à quel point les loups, les ours et les autres carnivores peuvent être durs envers le petit renard arctique, en voyant une ombre orange floue se déplacer à travers les forêts de pins, chacun de ces carnivores s'enfuira avec terreur, car ils savent que le véritable prédateur suprême de ce monde gelé est arrivé. Avec des mouvements lents et un regard froid, une bête gigantesque pesant jusqu'à 300 kilos et mesurant environ 3 mètres de long apparaît sur les lieux. L'énorme tigre de l'amour, tueur calculateur et solitaire, se dresse comme le véritable tsar de la chaîne alimentaire sibérienne, même si cet empire animal sans fin traverse l'hiver russe exigeant. Lorsque ce chasseur sauvage fait son entrée triomphale, toutes les espèces sibériennes, quelle que soit leur taille ou leur férocité, préfèrent fuir plutôt que de devenir la proie de cet énorme carnivore. Malgré sa taille disproportionnée, étant le plus grand félin du monde, le tigre de l'amour n'est généralement vu que lorsqu'il inflige toute sa terreur à une proie effrayée. Grâce à son tempérament calme et à sa démarche furtive, il évite d'attirer l'attention de ses victimes jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Bien que sa fourrure dense et longue dans des tons d'orange, de noir et de blanc puisse sembler l'exposer, contrastant avec l'environnement aride, en fait, elle fonctionne parfaitement comme un camouflage avancé, le cachant parmi les forêts épaisses, ainsi que, bien sûr, servant de manteau naturel imbattable pour résister aux hostilités hivernales dans un confort relatif. Bien qu'il s'agisse d'une bête géante, ses grandes pattes rembourrées lui permettent de se déplacer dans la neige profonde avec une subtilité impressionnante. Alors que toute la chaîne alimentaire tremble à la vue d'un redoutable tigre de l'amour se déplaçant lentement dans la forêt, en raison de sa taille disproportionnée, ce félin réserve presque toujours toute sa férocité à des proies dignes, comme l'élan, le renne et le cerf, avec lesquels il peut satisfaire son appétit sans fin. Entendant au loin le pas caractéristique d'un troupeau de cerfs, le prédateur jette immédiatement son dévolu sur le troupeau. Sa vue perçante fait également partie de ses sens surdéveloppés grâce auxquels il peut localiser sa proie, même à plusieurs kilomètres de distance et qu'elle se trouve ou non dans un écosystème dominé par l'obscurité. S'appuyant sur sa furtivité enviable, le félin s'approche au plus près des ongulés, choisissant soigneusement sa cible. Même s'il n'a peut-être pas mangé depuis plusieurs jours, le tigre ne désespère pas et attend patiemment le bon moment pour lancer son attaque. Étant extrêmement rapide dans les courses courtes, capable de courir jusqu'à 60 km/h en courte rafale, mais étant en même temps un coureur de fond douteux, le félin doit attraper sa proie en quelques dizaines de mètres seulement, sinon il finira par s'échapper. Après avoir observé sa proie pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, planifiant une stratégie imprenable, le félin féroce abandonne sa furtivité et, dans une attaque fugace, se lance sur le cerf massif. Aux yeux de l'ongulé, ce qui n'était il y a quelques secondes qu'une ombre parmi la végétation est soudainement devenu un tueur vorace, prêt à lui coûter la vie. Le tigre ne s'éloigne pas beaucoup de son embuscade, et après une course rapide, il saute jusqu'à 6 mètres, atterrissant sur le cerf corpulent. Ses griffes, longues de 10 cm, s'enfoncent aussitôt dans le corps de l'animal, limitant sa fuite. Après une brève lutte, le félin achève son attaque par une puissante morsure au cou, étouffant ou brisant la colonne vertébrale du cerf. Bien que ses besoins alimentaires quotidiens puissent être couverts avec environ 9 kilos de viande, après avoir réussi une chasse aussi copieuse, le carnivore se gave du corps de sa victime, dévorant jusqu'à 50 kilos de l'animal, ce qui constitue un véritable festin. Bien sûr, dans un écosystème où la nourriture n'est pas particulièrement abondante, même le tout-puissant tigre de Sibérie ne peut pas se permettre de gaspiller les restes, donc les restes de ses proies sont immédiatement récupérés dans un endroit à proximité, avec une végétation abondante. Le carnivore peut manger une proie aussi substantielle pendant plusieurs jours. Contrairement à la triste réalité du renard arctique qui doit constamment surveiller d'autres prédateurs plus féroces s'emparer de sa proie, lorsque le tigre de l'amour est en chasse, pratiquement aucune espèce n'ose même s'approcher du domaine de ce tueur mortel, ignorant l'avenir qui l'attend. Seuls quelques ours bruns qui n'ont pas réussi à hiberner ou qui se sont réveillés tôt de leur sommeil pourraient être assez audacieux pour défier un tigre de Sibérie en duel pour la propriété d'une proie, donnant lieu à l'une des batailles les plus sanglantes de toute la Sibérie hivernale. L'ours, poussé par la faim et l'envie en voyant le tigre dévorer le corps du cerf, s'approche prudemment et se laisse immédiatement tomber sur ses pattes arrière, dans une tentative de paraître plus grand et d'intimider le félin, révélant ses longues griffes. Le félin, quant à lui, ne faiblit pas et est prêt à défendre sa proie à tout prix, et sans délai, il se déplace rapidement autour de l'ours, le flanquant, essayant de trouver un point faible pour attaquer. Le combat est généralement féroce, les deux bêtes essayant d'affirmer leur force dans un combat qui, plus que contre toute autre espèce, a la faim comme ennemi. Après seulement quelques minutes de coups et de morsures lancées sans la moindre trace de pitié, l'un des deux géants décide de battre en retraite, laissant la proie entre les mains de son adversaire. Alors que l'ours brun est plus robuste et peut l'emporter dans un combat prolongé, le félin est un tueur spécialisé, se déplaçant avec une agilité extrême, donc dans ces duels, rien n'est gravé dans le marbre. La bonne nouvelle pour les vaincus est que, soudain, le jour tant attendu est arrivé, et un soleil timide commence à pointer à l'horizon, annonçant la fin progressive de l'hiver sibérien impitoyable et l'arrivée triomphale du printemps.
Dans cette nouvelle saison, les blessures laissées par l'hiver sanglant guérissent lentement. La neige fond, les rivières commencent à dégeler et les arbres, autrefois teintés de blanc, redeviennent lentement verts. Même si l'hiver au fil des jours cède, le dégel révèle de nombreuses atrocités vécues par les espèces sauvages, avec des milliers de corps de victimes qui ont péri à cause des conditions de vie désastreuses. Ces carcasses ne seront bien sûr pas gaspillées par les charognards, qui y voient une source de nourriture quasi inépuisable, contrastant fortement avec l'austérité vécue pendant les jours blancs. Bien sûr, tout ce gaspillage de ressources, avec des rivières pleines de vie et un soleil radieux dans le ciel, n'est qu'un mirage momentané. À mesure que les jours passent, les cicatrices de l'hiver s'effacent, le cycle recommence, et il reste de moins en moins de temps avant que, d'un jour à l'autre, le soleil disparaisse à nouveau, et que la vaste Sibérie plonge à nouveau dans l'un de ses chapitres les plus sauvages. Malheureusement, en raison du changement climatique, le cycle des saisons dans cet empire sauvage et sans fin devient chaque jour plus imprévisible. Ces mêmes forêts recouvertes de neige en hiver connaissent des sécheresses dévastatrices en été, déclenchant des incendies de forêt dévastateurs. Les effets du réchauffement climatique sont même visibles pendant l'hiver russe, traditionnellement long, où les jours raccourcissent et les températures ne baissent plus autant que par le passé. Même si cela peut être considéré comme une évolution positive, la vérité est qu'un hiver anormalement court et chaud pose des défis importants à la flore et à la faune adaptées aux conditions climatiques hivernales, dont les modes de vie à des températures inférieures à zéro sont radicalement modifiés. Pour atténuer ces effets, il est nécessaire de promouvoir des mesures visant à stopper le changement climatique en réduisant les émissions de carbone et en mettant en œuvre des politiques de protection de l'environnement qui incluent la promotion d'une utilisation responsable des ressources en eau de la Sibérie et l'encouragement du reboisement de ces vastes forêts. Grâce à des efforts coordonnés, il est possible de préserver une Sibérie plus vivante, plus sauvage et plus indomptée. Vous avez été émerveillé par les histoires de la faune sibérienne et de sa lutte contre le rude hiver russe? Alors ne partez pas sans nous laisser un j'aime bien mérité. Vous pouvez également écrire dans la zone de commentaires quelle espèce sauvage était votre préférée. Pour rester informé de nos prochaines sorties, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Et enfin, si vous souhaitez aider davantage de personnes à en apprendre davantage sur la vie sous zéro des habitants sauvages de la Sibérie, vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis et nous aider à grandir. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires d'ours gigantesques, de félins voraces, d'ongulés imposants et surtout des histoires de vie sauvage.